Au départ, je suis un homme de télé. Hein. J'ai fait une école de cinéma et j'ai eu quelque part un heureux accident puisque j'ai participé, je suis un des pionniers de Canal+. Et vu l'urgence, j'ai tout le temps fait des films environnementaux, mais vu l'urgence environnementale, j'ai décidé de faire des films pour le cinéma. Pourquoi pour le cinéma? Parce que aujourd'hui, les projections cinématographiques sont à un niveau technique, image et son, qui n'a jamais été atteint. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand on va dans une salle de cinéma, il y a déjà un partage avec le public, avec les spectateurs, conscient ou inconscient. Et puis surtout, chaque film environnementaux, je l'ai constaté, génère à la fin des débats. Et ces cinémas, généralement, sont les cinémas d'art et d'essai qui accueillent mes films. Ces cinémas sont encore les derniers bastions culturels dans certaines villes ou certains villages. Et c'est encore un endroit, les salles de cinéma, où on peut s'exprimer librement. Voilà. Et ces débats sont très constructifs. Donc, je me bats pour faire ces films pour le cinéma. Et comment pouvez-vous voir les films dans les salles de cinéma? C'est par un réseau de distribution. Or, les distributeurs, on les connaît, c'est des grands distributeurs qui sont aux ordres des lobbies. Hein, c'est Pathé, Gaumont et autres. Ou alors, après, vous avez des distributeurs indépendants. Et on souhaiterait, nous, comme nous l'avons fait pour Tous Cobayes et Seven de nos enfants, distribuer ce film. Et cette distribution a un coût important. Mais ce coût nous permettra, cet argent nous permettra de distribuer le film en toute liberté. Donc Libre est le parcours initiatique d'enfants de France, du Japon, du Danemark dans le monde des énergies renouvelables. Grâce à des adultes soucieux de leur construire un futur durable, ils partageront de merveilleuses expériences éducatives, musicales et poétiques. Et découvriront que le choix des énergies au futur est intimement lié à leur liberté. Alors si vous voulez, on peut parler de ça. Comment associe-t-on liberté et énergie? Parce que c'est ça le film, c'est ça. Si demain on veut être libre, il faut changer radicalement d'énergie et arrêter ces énergies d'un autre siècle, hein, que sont les énergies fossiles et le nucléaire. Le crowdfunding commence aujourd'hui et pendant 2 mois. Pendant 2 mois, et nous avons besoin à peu près de 200 000 € pour finir le film et pour aller jusqu'à la distribution. Alors vous allez me dire, oui, 200 000 € c'est cher, c'est beaucoup, mais c'est le prix du cinéma. Les films pour le cinéma ont un prix beaucoup plus élevé parce que la technique n'est pas la même, les techniciens ne sont pas les mêmes, beaucoup plus élevé que pour la télé. Nos enfants nous accuseront est mon premier film pour le cinéma. J'ai fait donc, je vous le disais, entre autres des docs pour la télé surtout. Eh bien, c'est pour ça que avec Nos enfants nous accuseront, j'ai vu des gens, à la suite de la projection du film, et à la suite du débat surtout, des gens changer radicalement d'attitude. Pourquoi? Parce que ces débats servent à les informer. D'abord, le film les a convaincus, et les débats servent à les informer. Et c'est dans ce sens-là où je dis que le cinéma a un rôle très important à jouer. Nos enfants nous accuseront, à la suite de ce film, des élus, des maires, hein, donc, puisque c'est des maires que dépendent les cantines scolaires, ont décidé de faire passer les cantines en bio. Hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu Nos enfants nous accuseront, c'est un film qui dénonce la malbouffe et qui démontre que on peut, une commune, même modeste, en l'occurrence c'est la commune de Barjac, c'est une petite commune de 1500 habitants dans le Gard, même une commune modeste où 63% des foyers sont non imposables. Et ils réussissent à faire manger les petits en bio. Pardon. Donc quand on dit que le bio c'est cher, c'est pas vrai. Il faut tordre le cou à ce leitmotiv lancé par le lobby agroalimentaire. Le bio c'est pas cher, tout dépend de la façon dont on décide de consommer bio et dont on décide de l'acheter. Voilà. Il ne suffit pas de remplir son caddie aveuglément, mais ça se fait avec discernement, évidemment intelligence. Donc ce film est un exemple incroyable. Donc des élus ont changé à la suite de ce film, des agriculteurs ont changé, ont décidé de passer en bio à la suite de ce film. Voilà. Et puis il y a eu un bouche-à-oreille incroyable. Quand on a envoyé là, alors bon, bien sûr vous avez parlé d'internet, le piratage, et c'est ce qui nous tue. C'est pour ça que là aussi on est obligé d'en arriver au crowdfunding, parce que pour nous on ne vend plus de DVD.
Les ventes de DVD, c'était important. Et les films sont piratés. Piratés, c'est un scandale. Et nous sommes, tous les cinémas d'auteurs, les producteurs indépendants, nous sommes dans une situation très plus que délicate, puisque demain, si on ne trouve pas de solution, on va disparaître. On va disparaître. Donc, alors, j'en reviens à Internet. Internet, encore une fois, je ne condamne pas complètement Internet, puisque Nos enfants nous accuseront, je peux vous dire que 3 mois après sa sortie, a fait plus de 6 millions de vues sur la bande-annonce, hein, j'entends la bande-annonce, 6 millions de vues sur Internet. Et ça, c'est ce qui a fait aussi une publicité formidable. Et c'est pour ça que, avec ce film, on a mis en ligne donc un teaser de 4 minutes, et que les gens aillent le voir. Hein. On présente avec Béatrice, la productrice, on présente le film avec non pas des extraits du film, mais des photos, parce qu'on n'a pas envie déjà de délivrer, le film n'est pas fini, de monter, de déjà délivrer les images, mais des photos. Et je peux vous dire que c'est un teaser qui est très fort. Voilà. Bon, vous avez vu dans mes autres films aussi, je tiens à rendre un hommage, bon, à la beauté, mais à travers la nature, à travers la biodiversité. Donc, voilà. Et en plus, le fil conducteur de ce film, de Libre, ce sont des enfants, une quinzaine d'enfants, le même âge que ceux de nos enfants nous accuseront, hein, entre 9 et 11 ans, ceux qui sont au CM1, au CM2, qui ne sont pas encore allés au collège, qui, pendant leurs vacances, début juillet, sont dans un stage musique et nature, dans une magnifique campagne. Et musique et nature, piano et guitare. Et on a essayé de trouver le même moyen d'expression au Japon, avec les petits de Fukushima, et avec les petits de Norvège, de l'île de Samsø. Voilà, voilà où, entre autres, où intervient la beauté. Mais en réalité, si on sait à peu près correctement mettre une caméra aujourd'hui sur notre planète, eh bien, on peut voir que les plus beaux décors sont les décors naturels. Voilà. Et puis aussi que les plus beaux acteurs sont les acteurs de la nature. Je parle de la biodiversité. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'aime beaucoup cette phrase de Platon, la beauté splendeur du vrai. Vous savez qu'une journée de soleil sur la planète, une journée, si on était capable de la capter, cette énergie, elle fournirait toute l'énergie dont la planète a besoin pendant 1 an. Vous êtes capable de capter l'énergie du soleil pendant une journée sur la planète. Pendant 1 an, vous avez l'énergie dont la planète a besoin. Il y a énormément d'énergie renouvelable. Mais, donc, est-ce qu'on va un jour, enfin, investir? Vous savez, moi j'ai eu la chance très jeune d'être à Paris en 1968, et au mois de mai, entre autres, et déjà, en 1968, on disait le soleil, l'énergie solaire. Si depuis 1968, on avait, disons, partagé, je ne dis pas hérité de tout le budget énergie, recherche, hein, recherche sur l'énergie. Si on avait juste partagé avec le nucléaire, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On ne serait pas en France le pays le plus nucléarisé au monde. Nous sommes le pays, on a 58 réacteurs. C'est quoi 58 réacteurs qui sont vieux, qui sont usés, le béton n'en peut plus, le béton armé n'en peut plus, et tous nos réacteurs sont fissurés. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Ce sont des gens dont c'est le job. Pour eux, tous nos réacteurs sont fissurés, et que si on ne change pas, si on ne change pas d'énergie, si on n'arrête pas certaines centrales, après Three Mile Islands aux États-Unis, après Tchernobyl, après Fukushima, ils nous laissent comprendre que ce sera la France. Voilà. Or, si on prend Tchernobyl, c'est en Ukraine, c'est des territoires énormes. Donc la radioactivité, on en a quand même profité, vous le savez tous. Fukushima, c'est au nord du Japon. Or, le Japon, c'est un archipel d'îles qui sont toutes en longueur, sur 3000 km. Mais la France, c'est quoi la France? C'est un carré, enfin c'est un hexagone. C'est quasiment un carré. Et si il y a un réacteur qui pète, le quart de la France c'est radioactif. Ici, on est à
80 km à vol d'oiseau de Nogent-sur-Seine, hein, Nogent-sur-Seine, 2 réacteurs. S'il y a un accident un jour, et si les vents sont nord-est ou est, Paris doit être évacué. Or, Paris ne sera pas évacué, c'est impossible d'évacuer. Donc vous voyez le chaos. Est-ce que vous voyez le chaos? Il n'y a rien. Il n'y a rien sur les toits. Ça coûte que dalle, ça coûte rien. Voilà. Donc, est-ce qu'on va prendre conscience que il faut, ça va nous coûter moins cher d'abord. D'abord, c'est là où on est libre, beaucoup plus libre. Parce que le nucléaire est un gouffre financier. Il y a un rapport qui a été émis par la Chambre des députés qui est sorti au mois de juin, qui a été rendu public par Denis Baupin, hein, qui est député Europe Écologie Les Verts et vice-président de l'Assemblée nationale. Et ce rapport démontre que l'énergie aujourd'hui la plus chère en France et au monde, c'est le nucléaire. C'est le nucléaire. Donc la liberté, c'est tout simplement de choisir son énergie et surtout une énergie non pas fossile, non pas polluante et mortifère, mais une énergie qui n'influe pas sur notre écosystème et sur le réchauffement climatique. Parce qu'à partir du moment où vous allez consommer local, la spéculation va être divisée par 1000. Et surtout, on est libre, on ne va pas dépendre. Par exemple, est-ce que vous savez que s'il y a, malheureusement, j'espère que non, mais s'il y a un accident nucléaire en France, qui va déterminer le taux admissible de radioactivité? Vous savez quel organisme va le décider? Comment? Non. Non. Enfin, oui, un peu. Ceux qui ont l'arme de destruction massive. Qui a l'arme de destruction massive? Qui est responsable en France? C'est l'armée. C'est donc l'armée. Et est-ce qu'au XXIe siècle, on a un pays des droits de l'homme, est-ce qu'on peut encore considérer que l'arme de destruction massive est nécessaire à la France? Donc c'est eux qui vont décider du taux de radioactivité admissible. Donc là, c'est très facile. C'est ce qu'ils ont fait à Fukushima. Le taux, vous connaissez le taux admissible de radioactivité par personne, par individu? C'est 1 millisievert par an. Et à Fukushima, ils auraient dû évacuer toute Fukushima, toute la province de Fukushima, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes. C'est impossible. Déjà, je peux vous dire que les réfugiés, c'était un psychodrame. Il y a des suicides dans les fameuses lieux de refuge qui sont des cages à lapins. Il y a des suicides tous les jours. Bref. Donc, pour ne pas évacuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié par 20. Par 20 le taux admissible de radioactivité. Donc, chez eux, c'est 20 millisieverts. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gamins, tous commencent à être touchés à la thyroïde. Tous. Voilà. Ils sont sur place et on a filmé ces petits. Dans Libre, on a filmé ces petits. Donc, c'est ça la liberté. La liberté, c'est la décentralisation de l'énergie. C'est quitter radicalement l'énergie fossile, qui est une énergie polluante et mortifère, et quitter surtout ce nucléaire qui absorbe toute l'énergie, tout le budget énergétique. Et puis on connaît les conséquences. C'est ingérable. C'est une énergie qui est d'abord ingérable. On ne sait pas. Les ingénieurs avouent leur impuissance. Et surtout, c'est une énergie irréversible. Aux conséquences irréversibles. Qu'est-ce qu'on fait des déchets, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Donc c'est ça la liberté. La liberté, c'est des énergies propres. Le nucléaire n'est pas une énergie propre, et les énergies fossiles ne sont pas des énergies propres, entre guillemets. Et elle est là, la liberté. Avant de mettre les panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires dans les champs, on peut les mettre déjà sur les toits, sur les toitures. Donc commençons donc par gérer tout ça et par autoriser des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires sur toutes les toitures. Voilà, et il ne sera pas nécessaire à ce moment-là de les mettre, bien sûr, vous avez raison, sur les terres arables. Ça dépend où on les met aussi. Si on met ces panneaux sur des terres arables et cultivables, effectivement, ça s'appelle la confiscation du vivant, et c'est pas normal. Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Mais encore une fois,
encore une fois, on est malheureusement à l'avènement des énergies renouvelables. On est à l'avènement des énergies renouvelables et tout est en train de se mettre en place. Alors, ça, on ne va pas tout mettre en place comme ça, d'une façon parfaite. C'est évident, vous avez bien fait de le dire. Et là, je suis d'accord avec vous. On n'a pas le droit de confisquer les terres nourricières. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous. Et pour revenir au début de votre première question, l'arnaque, vous avez posé une question sur un constat, vous avez fait un constat sur l'arnaque des agrocarburants. Parce que ça, c'est une arnaque, c'est même plus qu'une arnaque. C'est un monsieur qui s'appelle Jean Ziegler, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était rapporteur pour l'alimentation à l'ONU. Jean Ziegler appelle ça un crime contre l'humanité. C'est la confiscation des terres nourricières. Et je voudrais juste vous dire que, savez-vous, pour entre autres, 1 litre d'agrocarburant, il faut combien de litres d'eau pour la culture des plantes et le raffinage? Est-ce que vous savez combien il faut, pour 1 litre d'agrocarburant, combien il faut de litres d'eau? 4000 litres. 4000. Pour 1 litre. C'est-à-dire, vous faites... C'est trop! Vous faites un plein de 50 litres, 200 000 litres d'eau. Et alors l'eau, une fois qu'ils l'ont utilisée, donc elle est utilisée à force de pesticides et de nitrates, puisque c'est pas pour l'alimentation. De toute façon, même pour l'alimentation aussi, on gave les cultures de nitrates et de pesticides. Mais là, ils en mettent encore plus. En plus, ils sont subventionnés. Le gouvernement, précédent, non, du temps de l'ancien président de la République, a subventionné à hauteur de 3 milliards les agrocarburants. 3 milliards. Donc ils sont gavés. Alors, et vous savez où sont principalement ces agrocarburants? Ben ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est Meaux, c'est Copé, c'est Barouin, là-bas, c'est tous ces gens-là. Voilà. Donc, comme par hasard, les potes. Voilà, c'est l'oligarchie. Bon, eh bien, en plus, c'est donc un crime contre l'humanité, comme le dit Ziegler, mais c'est une débauche de pollution. C'est une débauche. Voilà. Alors, quels sont ceux qui mettent du 95 dans leur voiture? Il y a bien. Alors, est-ce que vous avez vu, souvent à côté de 95, il y a écrit E10. E10. Oui, E10. Ah non, E10, alors E10, c'est agrocarburant, c'est éthanol. Agrocarburant. Donc, ça veut dire que quand vous faites votre plein, voilà. Donc, surtout, d'abord, mettez du 98, parce que votre moteur va préférer, et puis vous ne contribuerez pas à cette super pollution. C'est bien, eh bien, arrêtez. Alors, ça va vous revenir un peu plus cher, mais votre moteur va préférer, vous irez moins souvent chez le garagiste, et en plus, vous consommerez moins. Vous consommerez moins. Donc, agrocarburant, c'est dans la logique de cette énergie fossile. Voilà. Oui, ben moi je suis très contente de vous voir. C'est la première fois que je vous vois en vrai. Je dois vous dire que quand même, quand j'ai vu ce film, j'étais avec une amie et on a eu un moment d'éveil, quoi. Ça nous a réengagés. Et tout de suite après, à la sortie, on s'est dit, bon ben d'accord, nous, notre domaine, c'est la naissance à la maison, l'accompagnement de la naissance sans pesticides, ça veut dire sans péridurale, sans être drogué au rythme de la mère, etc. Le massage des bébés aussi, à l'accueil. Et donc on s'est réengagé. Donc on a à ce moment-là recréé une structure qui m'a engagé un certain nombre d'années du côté de Montpellier. Donc je fais cette parenthèse, mais pourquoi ça m'a réengagé? Je dois vous dire que dans les films que vous faites, moi je trouve que ce qui m'a le plus touché, c'est pas seulement la lutte, en fait, le fait de se remettre debout, c'est la beauté. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question dans le livre, est-ce qu'il y aura cette alliance des deux? Parce que je me souviens à quel point la beauté des enfants, la beauté de la terre-mère, la beauté des chants, les chants, pas les chants chantés, mais tout ça m'avait beaucoup impacté à un moment donné. Hein. Donc je me dis que ce qui nous met en mouvement, c'est aussi le fait de préserver cette beauté, cette bonté, ce que les Amérindiens appellent vraiment la terre mère, la terre sacrée. Oui, ben merci. Ben, vous étiez là quand je parlais de Platon? Ah.
Platon, alors il y a une phrase que je reprends volontiers, et Platon a écrit cette phrase, je pense que c'est à peu près ça, à part un ou deux mots, la beauté, splendeur du vrai. Voilà. Donc, et donc vous n'étiez pas là au début, et souvent à la fin des films, à la fin du débat, les gens me demandent quel film aimeriez-vous réaliser, parce que c'est quand même des films durs, vous êtes d'accord? Et bien j'ai dit un jour, j'aimerais vraiment, mon rêve, c'est de réaliser un film sur la beauté et l'harmonie. Eh bien je crois que celui-ci va être un film sur la beauté et l'harmonie. Mais aussi sur la vérité, sur la splendeur du vrai. Le vrai, souvent, il est très très beau. Il n'a pas besoin d'artifice. C'est notre écosystème. Hein. Oui, il y a quelques séquences qui sont consacrées à l'énergie la moins chère et la moins polluante. Vous la connaissez? Quelqu'un la connaît, l'énergie la moins chère, la moins polluante? Comment? C'est nous-mêmes. C'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de laisser 30 lampes allumées dans une maison ou dans un bureau, dans les bureaux. Et c'est ce qu'ont fait les Japonais. Hein, parce que, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Japon, sur 54 réacteurs nucléaires au Japon, vous savez aujourd'hui au Japon combien de réacteurs nucléaires sont en activité? Zéro. Zéro. Zéro réacteur. Alors comment font-ils? Vous avez entendu qu'ils s'éclairaient à la bougie au Japon? Comment font-ils? Comment font-ils? Vous avez entendu dire que le commerce marchait plus, qu'ils fabriquaient plus de caméras, que Tokyo est dans le noir? Non, ils ont surtout baissé leur consommation. Ils ont diminué la clim, parce que c'était des dingues de clim avant Fukushima. Ils ont juste appuyé sur des boutons, hein, des interrupteurs électriques. Et puis ils ont diminué l'utilisation des appareils surconsommés comme tapis roulants dans les lieux publics, ascenseurs. Voilà. Donc c'est l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Les Japonais l'ont compris. Mais évidemment, ils ont augmenté leur importation d'énergie fossile, principalement le gaz. Voilà. Principalement le gaz et à moindre niveau le pétrole. Mais je peux vous dire que les Japonais sont en train de se lancer dans la transition énergétique et dans le renouvelable. Vous verrez dans le film, on a filmé, il y a maintenant dans la région de Fukushima quasiment des panneaux photovoltaïques partout. Je voulais savoir si dans la démarche professionnelle qui est la vôtre, vous avez des pressions. Parce que j'imagine que vous dérangez beaucoup. Et j'imagine que vous avez des pressions, mais je veux savoir si vous pouvez nous en parler. Et puis s'il y a un jour, hein, une chance qu'on puisse vous voir, vous, vos collègues, au journal de 20h, le dimanche soir, plutôt que de présenter la dernière production de chez Walt Disney, et que si un jour, ces grands médias-là pouvaient donner une petite part d'audience au travail que vous faites. Alors je vais répondre à la dernière question tout de suite. Elle est pas mal. J'ai failli. Pour tous cobayes, j'ai failli. Vous avez failli me voir au journal de 20h parce qu'il y a une journaliste consciencieuse de TF1 qui m'avait invité à enregistrer une présentation de tous cobayes, enregistrée. Et puis quand apparemment l'enregistrement a été vérifié, le film n'est pas passé au journal de 20h. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des pressions, bien sûr, il y a un boycott. Je suis connu, je peux vous dire que dans tous mes films, donc que ce soit l'agroalimentaire ou l'énergie, on a tout le temps sollicité le ministre de l'Agriculture en France, qui nous a jamais dit non, mais il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu trouver de date, malgré les nombreuses dates qu'on lui proposait. Ensuite, on a invité, là, pour le dernier, d'ailleurs auquel participe Hervé Kempf, que vous avez vu, puisqu'il est venu avec nous au Japon, à Tokyo et à Fukushima. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait l'interview du Premier ministre, M. Naoto Kan, hein, qui était Premier ministre du Japon au moment de la catastrophe de Fukushima. Donc on avait proposé pour ce film aussi de donner la parole au président d'EDF,
et au président d'Areva. Et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, leur date ne correspondait pas, ils n'ont pas pu, ils sont très occupés. Voilà. Donc, et puis alors, aussi, on nous a fait comprendre quand même que peut-être que la façon dont on les intégrait dans le film ne serait peut-être pas très objectif. Bon, alors, moi j'essaie de dire la vérité. Alors, est-ce que la vérité, ce n'est pas objectif? Voilà, la réponse est voilà. Donc, il y a des pressions. Je peux vous dire qu'il y a des pressions. Pour preuve, c'est-à-dire les partenaires, c'est par l'argent, tout simplement. C'est-à-dire, mes films, vous n'avez pas pu les voir sur une chaîne publique. Aucune. Aucune chaîne publique. Pourquoi? Les chaînes publiques vivent de la pub et les principaux annonceurs sont les principaux pollueurs. Donc l'agroalimentaire ou le nucléaire. Donc voilà, les pressions elles sont à ce niveau-là. Si demain un directeur de chaîne publique décide de projeter un de mes films, je peux vous dire que le lendemain, la régie publicitaire d'une société comme EDF leur diront c'est terminé. Arte, alors il faut oui, alors il y a Arte aussi a un ego quand même important. Pourquoi? Parce que moi je dis tout à l'heure, j'ai participé à la création de Canal+. Et mes films sont, et c'est une des raisons pour lesquelles je peux faire mes films, les démarrer, c'est que Canal+ préachète mes films. Canal+. Donc, quand ils préachètent les films, ils ont une exclusivité. Donc, ce sont eux qui projettent en premier mes films. Donc, Arte doit considérer qu'il est humiliant de projeter un film après que Canal l'ait passé en exclusivité. Bah, je sais pas. Peut-être, oui. Peut-être, je pense que, écoutez, jusqu'à maintenant, alors, parce que Arte ne peut pas prétendre que mes films n'ont pas d'intérêt. On parlait tout à l'heure du succès de Nos enfants nous accuseront. Les deux autres ont fait moins d'entrées, mais ont été un succès. Hein. On participait à beaucoup de festivals internationaux de cinéma. Donc ce sont des films qui ont remporté des prix aussi. Donc Arte ne peut pas dire que mes films sont, disons, ont des faiblesses cinématographiques ou même, alors, non plus au niveau éditorial, parce que, alors moi je ne suis pas journaliste, hein, je suis cinéaste, mais par exemple, vous voyez le dernier film, donc le Libre, je me suis bien sûr, disons, allié entre guillemets, où j'ai demandé bien sûr les conseils d'Hervé Kempf, voilà, et d'autres personnes. Mais à chaque fois, mes films ne disent absolument la vérité. Je ne suis jamais parti dans un délire militant ou de cinéaste engagé. Voilà, ça c'est là-bas. Donc, Arte ne peut pas non plus prétexter ça. Alors peut-être aussi que Arte diffuse surtout, vous parlez de Marie-Monique Robin, qui elle fait des films d'investigation. Or, mes films ne sont pas des films d'investigation. Je ne suis pas journaliste. Ce sont des films, sont des œuvres cinématographiques qui sont classées comme des œuvres cinématographiques, mais qui ont, je peux vous dire, qui ont une vraie écoute et une vraie résonance dans les salles de cinéma. Voilà. Il y a un monsieur qui s'appelle Abel Gans, un cinéaste, je ne sais pas si vous avez connu, c'est un grand cinéaste. Abel Gans a dit, quand un spectateur rentre dans une salle de cinéma, si le film est fort, il ne doit pas ressortir dans le même état que dans lequel il est entré. Voilà, c'est ça la force du cinéma. Voilà. Donc je ne suis pas un journaliste, alors c'est peut-être pour ça qu'Arte considère qu'il n'y a pas suffisamment d'investigation dans mes films. Mais enfin, personnellement, je pense qu'Arte ne peut pas passer après Canal+. Nous, enfin moi j'ai 20 ans, je suis à l'université, tout ça, et j'essaie de faire passer un peu le message de ce que vous essayez de faire passer comme message et d'autres messages aux personnes qui m'entourent. Et ce que je trouve qui est vraiment important, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au financement de votre film, c'est justement la communication. Et comment on pourrait faire? Est-ce qu'il y a moyen que vous rentreriez par exemple en partenariat avec des lycées ou des universités pour justement essayer de diffuser vos films dans ce cadre-là, parce que pour que nous aussi, pour que la génération qui arrive et nous aussi, qu'on puisse savoir, parce qu'après le cinéma, c'est pas forcément, enfin on y va, mais moins pour ce genre de film, enfin à notre âge. Est-ce qu'il y a moyen justement de faire passer vos films
dans des lycées ou dans des même plus jeunes aussi, on peut toujours, pour essayer de diffuser vraiment voilà, à la base de ceux qui vont faire les adultes de demain, quoi. Alors, on va revenir à Nos enfants accuseront, puisque c'est le premier film, et donc on peut dire que c'est le film étalon hein, sur lequel on peut se référer. Je peux vous dire que le succès de ce film est en grande partie dû aux enseignants. Aux enseignants qui venaient voir le film individuellement au cinéma et qui, après l'avoir vu, organisaient des projections pour leurs élèves. Et je dis bien les enseignants. Je peux vous dire qu'il y a un organisme, je ne sais plus comment il s'appelle, qui distribue, hein, qui organise des projections dans les collèges ou dans les lycées ou dans les écoles primaires de films. Aucun de mes films n'a été sélectionné pour passer dans les établissements d'enseignement public en France. Ça n'a été qu'une démarche des enseignants qui, à titre personnel, venaient le faire. Voilà. Voilà. Pourquoi, disons, ces films, cette organisation qui dépend de l'Éducation nationale, pourquoi nous ont-ils pas sollicité pour organiser des projections, enfin des diffusions des films dans tous les lycées? Parce que, entre autres, dans Nos enfants nous accuseront, on s'attaquait à l'empoisonnement quotidien des petits dans les cantines. Ah, là c'est quand même si ça ne dépend pas d'eux, on s'attaquait à ça. Maintenant, les autres films s'attaquent au nucléaire. Le nucléaire, est-ce que vous savez par qui sont sponsorisés les ouvrages? Je crois que c'est, j'ai appris ça au cours d'un débat, 5e, 4e, par EDF. Voilà. Voilà, donc il y a, tout à l'heure vous parliez des pressions, elles se font à ce niveau-là. Avec l'argent, on essaie de m'empêcher justement de pouvoir faire ces films en tarissant la source argent. Voilà. Et c'est pour ça que le crowdfunding est quelque chose de génial, parce que on peut maintenant passer au-dessus de cette pression. Et souvent et puis la dame qui était là tout à l'heure, qui est partie, a dit quelque chose de juste. 200 000 euros, c'est 1 euro pour 200 000 personnes. Donc, est-ce qu'on va comprendre tous, et c'est ce que j'ai toujours dans les débats, les gens qui viennent sont des gens qui ont pris conscience de la situation environnementale, et ils me disent toujours qu'est-ce qu'on peut faire. Ils sont souvent désarmés, ils ne savent pas. Mais j'ai dit, d'abord prenez bien conscience d'une chose, c'est qu'on est les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux. Et l'argent sonnant et trébuchant qui est dans les banques, c'est votre argent. Alors, on est très très nombreux, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est nous qui avons tout l'argent qui est sur la planète. Et les autres ne font que spéculer avec cet argent. Donc, prenons conscience tous que nous avons le pouvoir. Et c'est pour ça que ce crowdfunding, c'est quelque chose de génial, parce qu'il suffit juste que 200 000 personnes donnent 1 euro, et c'est bon. De toute façon, aujourd'hui, on n'en est pas là. On est dans une extrême urgence et on n'en est plus à vouloir être plus vert que vert ou laver plus blanc que blanc. On en est surtout à ne pas sombrer et à ne pas aller dans l'irréversibilité. Or, l'irréversibilité, c'est quoi? C'est les catastrophes et notamment le nucléaire, le réchauffement climatique. Voilà, on en est à... Vous savez, on est sur le Titanic. On est sur le Titanic. Et si on ne décide pas de changer de cap et de tourner la barre, au lieu de critiquer parce que la moquette n'est pas assez épaisse sur le Titanic ou le champagne pas assez frais, et bien si on en reste là, on s'en sortira pas. Et bien c'est ça, on est dans l'extrême urgence. Mais il est évident que l'écologie est liée au social, c'est lié, ça s'appelle l'harmonie, évidemment que c'est lié. Mais vu l'urgence dans laquelle on est, voilà, on n'a pas le choix. Donc il faut mieux, bien sûr, il est évident qu'il y a des usines qui fabriquent les panneaux photovoltaïques ou les pales des éoliennes, c'est évident, avec des différences sociales et de traitement des individus. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, l'urgence fait qu'il y a d'autres priorités. Il y va juste des générations futures. Vous voyez, moi, quand j'étais gamin, on m'a laissé une planète dans un état vivable. Vivable. C'est-à-dire, vous connaissez tous cette phrase, la planète ne nous appartient pas, on fait que l'emprunter à nos enfants. Eh bien moi, je n'ai pas l'impression, j'en suis malheureusement, je l'ai vérifié, qu'on ne va pas la rendre dans l'état dans lequel on a trouvé notre planète. Je ne vais pas la rendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est malheureusement
à une situation d'urgence où il faut absolument éviter l'irréversibilité. Est-ce qu'on peut encore, on a encore la possibilité dans notre pays, et même dans d'autres pays, de donner notre argent à qui on veut. Donc, je dis toujours, donnez votre argent à ceux qui sont respectueux de l'environnement, à ceux qui sont respectueux des générations futures, à ceux qui sont respectueux de notre écosystème. Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner votre argent à EDF? Vous le savez? Parce qu'il y a un autre marchand d'électricité qui vous vend que du renouvelable, et ça s'appelle Enercoop, énergie coopérative. Voilà. Alors, qui est issu de l'éolien, de l'hydraulique et du photovoltaïque. Voilà. Et alors vous allez me dire, ah mais c'est compliqué. Non, vous tapez Enercoop, E-N-E-R-C-2-O-P, vous remplissez un imprimé, ça dure un quart d'heure, et vous allez, ils vont s'occuper de tout, ils vont résilier votre contrat, et il n'y a rien à changer, il n'y a rien à changer chez vous, sauf que le chèque suivant, le versement, ça sera pour Enercoop. Alors, c'est un peu plus cher que pour l'instant. Enfin, de prix avoué, hein, c'est un peu plus cher que EDF. Mais EDF va augmenter ses tarifs. Vous les avez entendus, ça. EDF va augmenter ses tarifs et Enercoop ne bougera pas ses tarifs. Ne bougera pas. Alors en plus, c'est un acte citoyen. Et puis tout à l'heure, on parlait de l'énergie la moins polluante, la moins chère. Ça vous oblige à faire encore plus attention et à consommer moins. Moi, je peux vous dire que ça fait 3 ans qu'on est chez Enercoop. Eh bien, il arrive qu'il y ait des mensualités qui soient inférieures à ce qu'elles étaient chez EDF, parce qu'on fait encore plus attention. Voilà. Mais sachez que dans 2 ans, Enercoop sera moins cher que le nucléaire, parce que dans le nucléaire, ça s'appelle l'externalisation des prix, c'est la même chose pour le bio, hein, pour l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas sur vos impôts ce qui est versé au nucléaire, ce qui est versé pour les catastrophes, ce qui est versé pour les déchets, on ne vous le dit pas ça. Eh bien en réalité, si on vous le mentionnez, vous apercevrez que l'énergie nucléaire, comme pour la bouffe conventionnelle, l'agriculture conventionnelle, en réalité nous revient 2 à 3 fois plus cher que le bio et 2 à 3 fois plus cher que pour le renouvelable. En fait, votre exemple, il est très concret pour moi, parce qu'en fait, votre film, je l'ai offert à mes parents, parce qu'ils ont un petit jardin dans lequel ils produisent, c'est l'agriculture vivrière. Et je n'arrivais pas à leur expliquer pourquoi il fallait cesser cette utilisation des pesticides. Et on a des choses quand même assez importantes comme l'ego, d'avoir des courgettes plus grosses que celles du voisin, ça a une vraie valeur. On a du mal à lutter contre ça. Et du coup, à court d'arguments, et même si c'est mon métier, on n'arrive pas forcément toujours assez bien à convaincre sa famille, j'ai offert ce film à mes parents et après ça, il y a une vraie réflexion qui s'est engagée sur quels étaient les risques de continuer à fonctionner comme ça. Donc effectivement, ça marche comme ça. C'est une solution, c'est une des solutions. Oui, à laquelle je tiens beaucoup. Oui, alors moi j'ai été ouvrier chez Renault, j'ai été écolo, et j'ai décidé de boycotter les impôts. Ah ben, ça n'a pas duré longtemps, ils me sont tombés dessus vite fait. Hein. Bon, je peux pas tout résoudre. Je peux pas tout résoudre, mais effectivement, il y a des choses. Mais il y a encore beaucoup de domaines où on peut donner notre argent à qui on veut. Donc, au moins, dans ces domaines-là, allons-y. Allons-y, bien sûr.